Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Antoine Millien, directeur de l'expérience utilisateur chez SNCF Connect & Tech. Antoine, bonjour. Salut Paul, tu vas bien? Ouais, en forme, en grande forme. Ouais. Ravi de t'avoir De même. sur le podcast. Hein. Ça fait longtemps qu'on essaie de se catcher, c'était compliqué. Ouais. Et en fait, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça Au fait début, beaucoup. pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, on se connaissait sans trop savoir ce que chacun faisait. Et puis, à un moment, étant donné que nos métiers se sont retrouvés autour du design, en tout cas, moi, je suis allé beaucoup plus vers du design, on s'est rapprochés, puis on a une amie aussi en commun. Bref, plein de choses qui ont fait que ce moment, maintenant, est possible. Donc, c'est trop cool. Des beaux souvenirs à la Tour Montparnasse. C'est ça, tout à fait. L'une des plus belles vues de Paris, parce qu'on ne voit pas la tour. C'est ça, exactement. Et vue sur la Tour Eiffel, c'était sympa. Ouais, c'est incroyable. Écoute, l'idée dans le podcast, c'est qu'on va essayer de comprendre ton parcours, comment on devient, pour essayer de comprendre comment on devient directeur de l'expérience utilisateur chez SNCF Connect & Tech. On va aussi surtout parler de 4 ans après, le Big Bang de l'UX du site internet. Comment ça se passe, parce qu'il y a eu des retours qui avaient été compliqués à reprendre, parfois peut-être mal expliqués, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que tout le monde a un peu son avis, un peu à l'image de Liquid Glass qui sort sur Apple. Il y a des pour, il y a des contre. Et à la fin, qui a raison ? Justement, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de définir ensemble, un peu toi, tes retours. Et puis, bien sûr, une équipe de design dans ce monde-là, elle est importante, elle est organisée, elle évolue en fonction de l'évolution du métier de designer et puis de comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, on va un peu discuter de management, de l'équipe, du recrutement. C'est aussi un point qu'on aime bien. Il y a des nouveaux postes aussi qui sont apparus dans ton organisation comme Head of Design Ops. Moi, c'était la première fois que je voyais ce type de rôle. Donc, essayer de comprendre un peu, toi, c'est quoi la stratégie derrière tout ça, et puis en filigrane, de comprendre tes convictions de designer. Ça te va ? Ça marche. Bon, super. Écoute, la première question que tout le monde connaît maintenant, en tout cas, moi, je la dis à chaque fois, c'est toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie ? En fait, assez tôt, je sais pas si c'est assez tôt, mais en fait, c'est la fibre, on va dire, créative, en tout cas, créer des choses, je l'ai eu pas mal dans ma famille, globalement. Je pense que tous les designers, c'est la même chose, mais on joue au Lego énormément quand on est petit. Cette créativité-là, c'est le truc qui, moi, me tenait le plus à cœur. Je passais beaucoup de temps là-dessus, je passais beaucoup de temps à dessiner quand j'étais petit. Je pense que c'était un truc qui intrinsèquement était au fond de moi-même, de vouloir créer des choses. Et en fait, quand tu regardes le parcours scolaire normal, où tout le monde te dit faut faire du droit, faut faire médecine, faut faire je ne sais quoi d'autre. Moi, je disais à mes parents, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire une école de commerce. Ça m'intéresse pas. Enfin, je faisais un petit peu je voulais pas aller dans cette voie-là, en tout cas. Et certainement, il y avait aussi beaucoup d'a priori parce que ta phase rebelle d'adolescent. Ouais. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, en fait, il s'occupe il fait de
on va dire designer d'espace, il faisait de l'architecture intérieure, il faisait de la coordination de chantier. En Hmm. fait, il avait cette fibre créative qui, du coup, moi, je baignais aussi là-dedans et je trouvais ça assez intéressant ce qu'il faisait. Et ma mère était directrice de la communication pour une entreprise qui fait de la sécurité dans le nautisme, qui s'appelle Plastimo. Et justement, Plastimo, cette boîte-là, pour ceux qui connaissent, en fait, ils ont créé en début des années 90 un compas qui s'appelle le compas Iris, qui permet de te diriger lorsque tu es sur l'eau. En fait, tu l'as autour du cou. Et ça a été fait avec un designer qui s'appelle Jean-Patrick Péché. Et ce compas, en fait, il a eu plein de prix de design, en fait, sur justement ce côté euh, sustainable. En fait, il a été fait une fois et il a jamais été revu. Il est encore vendu aujourd'hui. Donc, depuis le Ouais. début des années 90, il va bientôt avoir 40 ans. Le truc n'a pas bougé. Il a eu des dérivés, des couleurs, etc. Mais le truc, il a toujours le même moule, il n'a pas bougé. Et en fait, quand moi, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire, etc., quand tu es au lycée, bah, il y avait ce truc-là qui s'est pointé à moi. C'était ce côté un peu créatif, mathématique. Mais en fait, la créativité pour la créativité, ça m'intéressait pas forcément. C'était vraiment ce côté un petit peu aussi industriel qui m'a attiré. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu aussi la chance, je pense, que mes parents me foutent dans tous les forums d'étudiants pour essayer de trouver ce que je voulais faire parce que, comme je disais, le petit rebelle qui veut pas dire ce qu'il veut pas faire comme les autres. Et ben, faut me dire que j'ai eu cette chance-là Ouais. d'avoir ce contexte familial plus l'opportunité de rencontrer des gens donc du coup dans les écoles de design, donc j'ai rencontré de différents horizons et c'est comme ça que je suis arrivé à l'école design de Nantes. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Ouais, d'accord. Et tu vois, c'est drôle parce que en effet, l'impact des parents dans la possibilité d'aller vers telle ou telle euh, formation, c'est quand même Ah, important. Et à la fois ceux qui sont pas du tout aidés aussi, tu vois, c'est parfois. ça joue un rôle clé et tu le vois de toute façon qu'on n'est pas du tout égaux tous face à ça. En fait, en fonction de que ce soit géographiquement, que ce soit même, tu vois, la catégorie socio-professionnelle dans laquelle tu vas évoluer, va avoir un impact sur soit la rapidité. Pour mon cas, qui fait que dès 17-18 ans, je suis parti dans le truc du design, tu vois. Ouais. Alors que je sais que c'est pas la voie que tous les designers ont pris. Il y en a pas mal qu'on fait d'abord une première voie dans un BTS X ou Y ou une licence, etc. et qui en fait finalement revenait vers le design finalement, parce qu'en fait tu prends plus le temps et la maturité de le connaître. Et tu vois, moi je pense que ça m'a fait aussi gagner entre guillemets du temps, mais parce que ça m'a intéressé. Tu vois, je suis toujours Ouais, bien aussi sûr. content de faire ce métier-là, etc. Je l'ai pas fait par défaut, mais je Non, pense au que contraire. ça t'aide effectivement ce contexte familial, géographique. Il y a plein de critères qui font que tu es au courant ou non Ouais. de ce que sont les possibilités finalement. Et c'est vrai que c'est tellement dur parfois de se dire que un choix quand tu as 17, 18 ans, de se dire que c'est ce choix-là qui va orienter toute ta vie, en tout cas c'est ce qu'on te dit, c'est énormément de pression et donc parfois tu te dis bon, bah, je prends le truc le plus généraliste pour, euh, pour essayer de m'ouvrir le plus de possibilités. Et en effet, même je trouve que tu vois, d'avoir une école comme l'école de design à Nantes, c'est un vrai plus parce que j'imagine que c'est pas que c'est des écoles qui se font connaître, qui sont là, etc., à parler d'eux. Moi, à Orléans, par l'école de commerce et la fac, bon, j'avais pas plus de choses, quoi. Et Bah tu moi vois, moi, je découvre le. j'étais pas à Nantes, moi. Hein. Moi je viens Toi, de Lorient à la base. Moi je suis de Lorient. Ok, Donc d'accord. en fait Ok. non moi les études que j'ai Ah, regardées, donc les tu vas écoles aller de 10. chercher. Ok. Non, on va aller chercher. Et l'école des Zen de Nantes, elle fait partie de Nantes Atlantique, même pour être précis. Parce que quand je sortais d'études, on me disait, j'ai fait l'école des Zen de Nantes, on me disait laquelle? Bah, Nantes Ah oui. Atlantique. Oui. Mais le point, c'est que ouais, géographiquement en plus, ça avait un super intérêt pour moi. C'était pas loin de la famille, je restais en Bretagne. Enfin, pour ceux qui voudront créer le débat, je laisse faire. Du coup, c'était hyper intéressant et ça avait aussi la vertu de répondre à des aspects où tu commençais par une année de mana. Et je sais que t'as eu
J'ai écouté le Ouais, podcast avec Florent. Jules récemment. Ah, Jules, ouais, Jules Maé, ouais, bien sûr. Et donc du coup, il parlait de cette année de mana qu'il avait également faite. C'était hyper intéressant parce que tu touchais à tous les métiers du design et après tu devais te spécialiser. Et en fait, cette année de mana, ce qui se passe, c'est que moi, mon entrée en études, c'est 2007. Dans la même année, il y a la sortie de l'iPhone. Et en gros, moi, quand je rentre, je sais pas trop quel métier du design m'intéresse le plus. Mais en fait, à partir du moment où on commence à travailler sur des sites web, des applications, on commence à regarder l'iPhone, ce que c'est. On te met un iPhone dans les mains et tu te dis, en fait, ce truc-là, Ouais, il c'est ouvre fou. des possibilités infinies qu'on n'avait jamais imaginées. Et donc, du coup, cette spécialité qu'avait l'école à l'époque, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais d'interactivité, elle Ouais. fait sens direct sur le fait que ce truc-là, il m'intéresse énormément. Et en fait, ce côté tech, mathématiques et industriel associé, parce qu'en fait, c'était pas uniquement le faire du design pour le beau, parce que là-bas, justement, c'est là-bas qu'on m'a beaucoup insisté sur le fait que le design, ce n'est pas le beau, le design, c'est concevoir. C'est ça le mot en anglais. Tout design, Ouais, bien sûr, ouais. c'est concevoir. Et l'abus de langage qu'on peut avoir vous voulez d'un meuble design de ces Roche-Beaubois, en fait, c'est le côté bah, c'est épuré et c'est tout ça en fait, la notion, le critère qu'on va mettre derrière ça. Mais tu sais que d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ouvre la première fois qu'on me parle de design, et donc c'était il y a 4-5 ans, que j'ouvre les yeux sur ce que c'est et la puissance que c'est déjà juste par cette traduction. Et Ouais. en France, je pense que déjà, si on traduisait bien, en tout cas, si on expliquait bien ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire, pardon, je pense que déjà, on aurait déjà fait un grand pas sur plein de points. Raconte-nous un peu la suite, ton arrivée dans le monde du, du travail. Nous, on s'est croisés, tu étais chez AMDocs, c'est ça? Je regardais dans ton Ouais, profil LinkedIn, c'est ça? Mais est-ce que ouais, tu peux nous expliquer peut-être jusqu'à arriver à Faber Novel, où on sent que là, il y a quand même un c'est quand même switch. les premiers switches de niveau, de difficulté, etc. pour toi. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. En fait, à la fin de mes études, je fais un passage par Capgemini aussi, dans le lab innovation de Capgemini qui est à Nantes, dans lequel je touche un peu à tout. Et ça m'ouvre beaucoup Ouais, ok. à Déjà aussi là. pas mal une partie tech qui m'intéressait. À savoir aussi sur la partie tech, il y a un point intéressant, mais c'est que moi j'avais passé 6 mois, enfin 7 mois au Canada Ok. en 2010, et j'avais été avec une espèce de Sheldon Cooper de la tech, qui en gros, lui, quand je suis arrivé, il avait eu un article comme quoi à 15 ans, il avait hacké le système de surveillance de Montréal. Et en gros, il m'a beaucoup appris. Donc, il s'appelle Mathieu René. Et il m'a Trop beaucoup bien. appris. Il était dans une petite start-up qui essayait de se lancer sur de la voix sur IP via Facebook. Entre-temps, il y a eu d'autres choses qui se sont lancées depuis, Ouais. mais du coup, Messenger a eu son option tout simplement. Et donc, ça n'a pas forcément porté ses fruits par la suite. Mais niveau tech, j'ai beaucoup appris. Chez Capgemini, du coup, j'ai aussi appris pas mal de choses. Ça m'a ouvert beaucoup les yeux par rapport à ça. J'ai commencé à toucher à l'agilité également là chez eux. Et, euh, C'est et en fait, intéressant. ça m'ouvre sur un premier truc aussi. C'est à l'époque, c'est Twitter qui lance Bootstrap. Ouais. Et Bootstrap à l'époque, ça joue un rôle assez important pour la suite de comment dire, de ma jeune carrière. C'est que en fait, ça devient un des éléments importants pour moi en tant que freelance bosser. Parce qu'à la base, je commence pas forcément en tant que contractuel, on va dire, c'est que je fais plutôt des missions ici et là à différents endroits sur des périodes courtes. Et en fait, un des éléments sur lesquels j'ai beaucoup capitalisé, c'était l'industrialisation de la création de sites web ou de la création d'applications. Et en Ouais. fait, j'avais basé des choses chez moi sur du Bootstrap et je faisais des cahiers et des conceptions que je vendais à des agences web pour faire des sites web pour des PME, des TPE Ok. qui avaient des petits moyens. Et en fait, quand tu arrivais avec un truc clé en main, maintenant, c'est des trucs où on se dit, bah ouais, c'est normal. Il y a plein de sites web maintenant qui font ça et c'est assez basique. Mais du coup, moi, c'était le truc, en tout cas, que je portais à cette époque-là. Bah ouais,
dans la région nantaise, en Bretagne aussi. Tu as beaucoup de trucs dans l'agro qui étaient intéressés. Ok. Mais en fait, ça me suffisait pas à un moment. C'est qu'il y a un moment où tu commences un peu à tourner en rond, quand tu fais tout le temps la même chose. Et donc, je suis parti à Paris, à la Ah là là, capitale. la montée. La montée du Et, Breton à Paris. mais du coup, je me suis arrêté à Montparnasse, comme tu sais. C'est ça, Je suis pas allé loin. c'est vrai. Et du coup, ouais, là, je bosse pour Aimdocs, qui est une boîte qui faisait notamment de la gestion de projet sur de l'installation d'antennes téléphoniques. Donc, un truc Ah, donc c'est sexy. déjà. Là, c'est ton arrivée dans le monde de la télécommunication. Ouais, si on veut, ouais, c'est vrai. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y aura Orange. Mais du coup, chez eux, bah, en fait, on crée avec Guillaume, avec qui je bossais dans la tour, on bossait sur à réussir à améliorer la UI et l'UX de tous ces produits qui permettaient d'installer et désinstaller des antennes téléphoniques. C'était intéressant, mais mais en fait, moi, ça ne suffisait pas non plus. Quand tu es passé Mhm. par l'école de Nantes Atlantique et que du coup, tu as beaucoup travaillé sur, OK, c'est quoi le besoin, c'est quoi la problématique, tu fais des benches, tu fais des études, tu viens après faire des propositions, tu vas le tester, etc. Je me disais, en fait, ça me suffisait pas. Et c'est là que du coup, je vais aller voir Faber et que je vais rentrer chez Faber et notamment parce que j'ai pas envie d'être uniquement sur cette partie il y a un cahier des charges, maintenant il faut que tu le réalises en tant que designer, c'est que j'avais envie vraiment de participer à ce côté conception Ouais. dès le départ en fait À et pouvoir réaliser, avoir à réfléchir à ce fameux cahier des charges, c'est ça et à savoir penser. pourquoi on fait les choses et aussi monter sur un truc sur lequel je sentais que j'avais des lacunes, c'était la partie business. D'ailleurs, c'est la première chose que m'a dit ma manager à l'époque quand elle m'a dit ah c'est bon on te prend chez Faber, elle m'a marqué c'est on te prend, va falloir monter sur la partie business par contre. Et donc du Ah ouais, coup tu fais d'accord. mais je la Mhm. remercie de ce retour-là. C'était Caroline Pandro. Elle m'a fait ce retour-là et ça a été un élément qui a été hyper structurant pour moi pour la suite parce que je passe 3 ans chez Faber dans une période en plus d'hyper croissance où en gros c'était le moment où tu avais une petite équipe, on était une trentaine, quarantaine, on part, moi je pars en 2018, on est 300, 400 Ouais, c'est ça. euh, et Où il y a quand même notamment les très très gros beaux projets, ils sont plutôt remportés par Faber Novel à ce moment-là. ouais, on avait fait des super trucs. On avait bossé sur toute la tour, repenser l'expérience digitale de Maïf, la création de Orange Bank. Donc du coup, Cool. ça c'était quand même un super sujet et pour moi qui a été aussi un tournant Mm. dans la suite pour moi parce que quand tu bosses sur ce type de projet, euh, quand ça sort, t'as vraiment un sentiment d'accomplissement et de fierté qui moi, m'a rempli. Et en fait, quand tu reviens au quotidien après chez Faber et que tu continues à faire des missions de conseil au jour le jour et que c'est Ouais. plus des petites missions de 2, 3 mois et qu'en fait, tu vois Avec des l'aboutissement, enjeux, ouais, des des- enjeux qui sont peut-être. ça reste intéressant. Tu fais de la strat. Franchement, moi, j'ai trouvé ça génial et formateur. Mais c'est juste que ça me remplissait pas autant que ce que j'avais vécu sur Orange Bank c'est sorti, c'est dans les mains des gens et ça rendait encore plus concret. Après, le positionnement de Faber a évolué et ils ont fait des choses beaucoup plus concrètes. On Ouais. avait un moment où on était vraiment sur aider à faire passer ce cap de certaines boîtes du CAC 40 sur l'appréhension de l'expérientiateur dans le digital. Et donc, du coup, il y avait tout ça à faire, toute une acculturation du domaine à réaliser auprès du CAC 40 et Ouais, et puis vous c'était étiez différent dans comme contexte. un. C'était dans une réflexion à la fois strat et de production. Mm. Là où parfois peut-être il y a des cabinets qui font que de la strat ou que de la prod. Et vous aviez un peu ce profil, enfin, voilà, ces profils-là qui étaient capables de faire ça. Et en plus, Bah, Orange Bank, au lancement, alors, j'ai pas les chiffres et tout ça, mais moi, en tout cas, de mon ressenti, ça avait été plutôt un succès. Et que les gens enfin, voilà, ça avait été un sont succès. rentrés dedans, en tout cas sur la partie digitale et sur le fait que ça apportait Bah, c'était une vraie nouveauté, quoi. comme toute sortie, c'était un succès dans la douleur, mais c'était un Ouais. succès. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, t'as quand même tu vois, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, donc du coup, il y avait eu C'est ça, ouais. comment dire, le nombre de personnes qu'il fallait valider. Moi, j'étais plus là à ce moment-là parce qu'on était Le parti avant la KYC, sortie. ouais, faire Et donc rentrer du coup, les gens, toutes les ouais. personnes qui avaient fait le parcours d'enrôlement pour pouvoir souscrire, en fait, il y avait énormément de succès par rapport à ça. Et donc, du coup, il y avait beaucoup aussi de plaintes par rapport à ça. Les gens disaient, mais c'est trop long, pourquoi ça avance pas, etc. Mais le succès avait été plus important que ce qui était attendu. Mais après ça, les années qu'on suivi,
ça a comme été une banque qui a été sur expérience utilisateur digital élue 3 fois, je crois, d'affilée meilleure expérience utilisateur digital sur les banques. Donc il y avait un truc qui est vraiment génial et même en termes de positionnement stratégique, Orange Bank, c'est la première banque qui a lancé une carte bancaire à 0 € sans minimum de salaire. Après, il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Tous les autres ont suivi derrière, mais les banques en ligne, avant, il fallait avoir un minimum de salaire pour pouvoir avoir une banque, pour rentrer chez Hello Bank, pour rentrer chez Bourso. Et ça a été un changement, je pense. Et un petit détail, mais tu vois, quand on avait vu que là-bas, on avait bossé sur toute l'expérience en grand, c'était aussi les cartes bancaires Visa. Quand on a vu qu'on pouvait mettre les cartes bancaires avec changer le sens finalement d'écriture de la carte bancaire. Maintenant, on regarde au dos et c'est écrit finalement vertical et Ouais. puis horizontal. Et on avait enlevé l'embossement parce qu'en fait, ça servait plus à rien dans notre contexte actuel. C'était aussi intéressant de réfléchir à ces choses-là et on avait aussi travaillé sur la rédaction des scripts lorsque tu es auprès de la relation client. Enfin, il y a vraiment une réflexion globale de design qui était hyper intéressante, qui n'était pas portée par moi, où on était plusieurs à bosser là-dessus. Bien hein, sûr, bien sûr, bien Tu sûr. vois, j'ai vu là que t'as reçu Jules, t'as reçu Anne Audrey aussi là récemment, qui a bossé sur le sujet et bien d'autres encore. Et j'en ai même qui bossent avec moi aujourd'hui chez SNCF Connect et David Ouais, Ruiz qui a aussi joué un rôle de moi pour la suite. Je me rends compte que ouais, l'école, le passage Faber-Novel au moment où tu y es, alors je sais pas, c'est peut-être 2015-2020, quoi, c'est ça à peu près. Attends, je reprends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a du monde, il y a du beau monde qui est passé et ça devait être une belle ambiance. Non, c'était hyper stimulant et bonne ambiance et bienveillance. On bossait tous les uns avec les autres, les uns pour les autres et ça c'était vraiment super. C'était vraiment une superbe agence. Ce De toute qui façon, est comme ça, certainement encore le cas, mais mais du coup, bien sûr. il y a beaucoup du coup, c'est aussi le cas de ce genre de boîte, c'est qu'il y a pas mal de turnover aussi. Donc aujourd'hui, je connais moins de monde en interne, mais c'est clair Tout que à c'est fait. des gens Tout à fait. Et puis, il y a toujours un peu des moments. Ah là là, enfin, un peu la partie de la nostalgie d'un certain moment aussi de sa vie, de plein de choses. Donc, j'ai un peu la même idée avec des entreprises passées. Bah, d'ailleurs, que tu as connu à l'époque Neosoft, Oui. il y a eu, voilà, il y a eu des moments qui étaient super, d'autres pas ouf. Mais en tout cas, voilà, moi, j'en retire plein de choses positives. Et donc, pour faire la suite, juste si tu veux Ouais. jusqu'au bout du Justement, parcours. j'étais en train de travailler, j'étais en train de travailler La question, ma mais non, mais t'inquiète transition. pas. Moi, je te fais tout le déroulé de ton Interview-moi alors. podcast. Le point, c'est que après ça, quand tu vis ce genre de sortie, t'as envie de le revivre. Et en gros, je commence à regarder un peu les opportunités qui pouvaient exister un peu partout, avec différents entretiens ici et là pour ce genre de boîte en fait, qui a un impact sur des millions de personnes et qui a une culture du design comme assez présente, ou en tout cas qui a envie de la faire grandir ou passer au step d'après. Et là, rien à voir avec Orange Bank, je vais chez Orange. Après un très bon feeling aussi avec deux personnes que je rencontre qui sont Eric Mariet, qui est encore là-bas, Bien et sûr. chez Orange France, et Laurent Simonet, qui était devenu mon manager à l'époque. Donc j'y vais en tant que lead design sur la partie e-commerce, le shop de Ouais, Orange c'est France. ça. Et je vois ça. Et aussi, et après, la télé. Et après la télé qui est un autre tournant aussi. Ouais, d'accord, ok. Parce que c'est vrai que pour le coup, là, l'histoire de Device et de l'impact sur des millions de personnes, bon, sur le shop aussi e-commerce, hein, bien sûr, c'est gigantesque. Et justement, là, tu rentres en tant que lead parce que toute la partie strat, compréhension d'un besoin, compréhension de la mise en place de la bonne méthodologie, puis ensuite le délivrer et s'assurer que tout a bien été délivré en production. Ça, tu avais compris de A à Z et tu avais validé que tu étais dedans ou ou tu Non. viens lead et quand tu deviens lead chez Orange, au final, bon, bah, tu progresses aussi dessus. C'est normal. T'apprends toujours. Et en fait, j'avais acquis différentes choses. C'est que j'avais quand même mon expérience de quand j'étais un peu solo et que finalement j'étais designer, mais je faisais aussi dev moi-même. Ouais, bidouilleur, C'est à ça, geeker. être curieux un petit peu, geek de ta chambre. Et C'est trop bien, hein.
Et en fait, c'est là que tu apprends les trucs. Mais ce que je disais aussi avant, c'est que côté Capgemini, j'avais un peu saisi des choses côté agilité, gestion des projets, un peu structurant. Quand je suis seul, du coup, j'utilise un petit peu ces méthodologies-là pour essayer de me structurer parce que moi, j'aime bien, je bosse un peu dans le chaos, mais faut de la structure aussi par moment. Et chez Faber, j'apprends des choses sur la strat, c'est quoi le business, comment tu aussi essayer de mesurer ce que l'expérienceateur apporte en termes de business. Donc, tu vois, en fait, j'essaie de prendre un petit peu tous ces trucs-là. Et quand j'arrive chez Orange, j'ai des choses, mais j'ai encore des choses à modeler. Je suis pas encore totalement fini et je le suis toujours pas. Euh, et mais j'ai des Justement, choses, j'allais te dire, mais j'ai des choses que j'ai envie d'apporter et du coup j'ai envie de continuer à progresser sur ça. Et ce que je viens chercher, c'est c'est ça, c'était ma question. avoir de l'impact pour sur ce que je réalise et ce que l'équipe réalise finalement là-bas. C'est c'est là-bas aussi peut-être que en tant que lead, tu vas peut-être commencer à piloter des gens. Ou... On va peut-être pas Ouais, parler de management, mais peut-être c'est de. non, c'est plus un pilotage. C'est plus un pilotage parce que c'est du management opérationnel, mais t'as pas de management hiérarchique Oui, associé. ouais. T'es vraiment à travailler sur le pilotage de l'activité de différents designers. On était 2 designers, lead designers sur la partie e-commerce tellement elle est costaud. Ouais. C'était aussi Philippe Billon qui maintenant est chez Edenred. Ouais. Et du coup, on bossait ensemble sur la partie e-commerce. Et là-bas, c'était un peu une position goal volant. On était sur plein de sujets à la fois. Donc c'était à la fois des sujets où tu continues à les faire toi-même, où tu participes avec d'autres designers. Là-bas, il y avait une séparation à l'époque qui était UX et UI. Et du coup, Ah oui. on travaillait aussi sur, en fait, le rôle, c'était d'avoir une cohérence globale. C'est ça le rôle du lead, c'est d'avoir une cohérence globale d'expérience. Là où les designers travaillaient du coup sur certains morceaux ou parties de l'expérience, nous on avait un rôle de coordination pour être sûr que finalement on voit pas l'organisation interne à travers les pages, ce qui est toujours un truc qui peut se ressentir parfois. Bien sûr. Donc il y avait ce Surtout dans rôle-là. des entreprises comme ça, historiques, qui ont un historique, Mm. qui ont de la dette technique sur plein de choses, qui ont des dettes aussi d'organisation. Et parfois, ça, tu vois les coutures, quoi. Mm, mm. Et ensuite, effectivement, en fait, à l'époque, il y avait pas mal d'investissements sur tout ce qui était fibre notamment. Et moi, j'avais toute la partie mobile dans le découpage qu'on s'était fait. Moi, j'avais la partie mobile, etc. Et c'était pas forcément là où on investissait le plus. J'avais un petit sentiment de découragement personnellement. Il y a une époque, les gens me disaient que j'étais le pro des projets à 0 €. Parce qu'en fait, je faisais tout sans avoir d'équipe de dev derrière. Et on essayait de faire des trucs pour faire avancer les sujets. Ouais, et aller se Et, battre pour regarder comment c'est. Regardez, on a fait les tests, on a fait plein de trucs et ça serait super, mais mais bon, après, c'était, quand tu regardes, quand c'est tu prends de la hauteur, formateur au final. non, mais c'est formateur, mais quand tu prends de la hauteur, tu dis c'est normal que tu as des prios à faire et à un moment, il y a des choses qu'il faut faire avancer. Et je pense que le plus important surtout, c'est que quand maintenant que j'ai ce genre de poste de décideur, on va dire, tu dois avoir du focus. Et en fait, quand tu prends le recul, c'était normal à cette époque-là que c'était pas là qu'on mettait les efforts parce que, en fait, ça marchait bien. Tu sais que c'est Et drôle. donc, Je vas-y, me vas-y. permets, je dis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est aussi une des ambitions du podcast, c'est d'expliquer aux gens qui nous écoutent, qui sont pour la plupart designers ou responsables design, etc., la difficulté que c'est d'être parfois dans des positions de décideur et que maintenant que tu es dans cette position-là, tu comprends parfois les focus qui étaient faits ou pas faits et la gestion de la frustration par rapport à ça en tant que manager, d'accompagner ça. C'est pas toujours simple, on n'a pas toujours les bonnes réponses à apporter. Mais peut-être que toi, justement, après, tu as switché vers d'autres choses et vers la télé. C'est comme ça que tu es allé vers la télé. Je suis allé vers la télé parce qu'en fait, on avait parlé avec mon manager, du coup, Laurent, Ouais. qui m'avait dit que, il m'a trouvé des possibilités. En fait, Oh. il a été très à l'écoute et puis il s'est beaucoup investi pour essayer de faire en sorte que, qu'on trouve des solutions et que finalement, j'avais quand même une valeur à apporter quelque part. Ouais. Et à l'époque, la télé, il y avait une équipe qui s'était montée aussi sur revoir la homepage de la télé, donc des décodeurs, télé. Et, euh, et donc là-dedans, on s'est embarqué dans une histoire qui était hyper intéressante. Moi, je suis arrivé en cours de l'histoire, ils avaient déjà commencé à avancer. Mais derrière, en fait, ce sur quoi moi je vais travailler avec l'équipe, c'est que on va structurer une équipe un peu plus importante. On va la structurer aussi dans l'approche en safe.
donc Agile Safe et avec les trains qui vont avec, etc. Je le fais pas tout seul, bien sûr, mais en tout cas, le positionnement du design là-dedans, c'est quelque chose que moi, je travaille beaucoup. Et un des sujets importants, c'est la partie industrialisation de tout ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que tu as autant de design que d'écran et qu'en fait, on fait pas beaucoup de réutilisation et que la problématique quand tu es sur de la télé, c'est que tu as beaucoup de différents types de technologies associées et que c'est pas comme un téléphone. Les mises à jour, elles se font pas tous les 4 matins. T'embarques une télé avec un software qui n'est pas forcément tout le temps mis à jour. Après, les télés connectées font changer la donne, mais c'était pas le cas de toutes les télés à l'époque. Donc là, on parle de 2020 parce que je prends le poste et une semaine après, on est confiné. Donc c'était une date assez marquante. Et pareil, on a fait un super boulot là-bas. C'était beaucoup sur l'industrialisation, retravailler la capacité à délivrer rapidement. Ouais. Non. Non, c'est parce que Non. souvent c'est ça. Non, parce que industrialiser, c'est se dire. Non, c'était délivrer rapidement plus tard. Et c'est qu'en fait, tu vois, récemment, j'ai revu une personne avec qui je travaillais sur ce projet-là côté Orange et qui m'a dit, en fait, ça y est, on voit les fruits là parce que depuis qu'on a lancé tout ça, on a augmenté le nombre de devices sur lesquels la télé d'Orange est disponible, donc toutes les smart télé, etc. On a baissé les coûts de production et de maintenance. On a augmenté la SAT et on a augmenté le business. Donc en fait, tu te dis, les 3 indicateurs majeurs que tu pourrais avoir, en fait, ils sont dans le vert. Et c'est un bel aboutissement, je trouve, pour un dossier sur lequel, moi personnellement, j'avais beaucoup bossé, je m'étais beaucoup investi. Parce que quand tu demandes aux gens d'investir, c'est pas facile non plus. Donc il avait fallu faire beaucoup de travail au corps politique pour faire boire beaucoup de café, pour faire en sorte de faire comprendre tout ça, quoi. Ouais, et puis dans une entreprise, comme on dit, c'est pas une entreprise, c'est pas une start-up, c'est pas une scale-up où les choses peuvent changer très rapidement. Donc il te faut un ROI, si ce n'est instantané, c'est très très court-termiste. Donc en fait, t'es très regardé par rapport à ça. Et quand tu as des bilans annuels et que tu dis que tu vas récupérer de l'argent dans 3 ans, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et donc là, toi, tu progresses sur la partie aussi un peu stratégique, organisation d'équipe pour à la fin, améliorer l'industrialisation, que ce soit design ou pas. Hein, j'ai l'impression que tu penses, enfin, il n'y a pas que toi, mais tu vas penser au process et à l'orga global pour réussir à sortir des choses rapidement, pour réussir à sortir des choses de qualité. J'ai beaucoup bossé avec le directeur du programme de la télé, du divertissement. On va beaucoup bosser aussi avec les responsables de l'agilité, les scrum, etc. pour essayer d'organiser tout ça. Avec les PO, PM, etc. On essaie d'organiser ça et les gens comptent aussi pour permettre de faire en sorte, et quand tu as des gens qui ont envie que le jeu change et qui sont passionnés de ce qu'ils font, ça aide. Et pour le coup, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des gens qui avaient envie et qui sont motivés pour faire en sorte, qui se sentent, comme là je l'ai chez SNCF, des gens qui sont impliqués tu sais, t'as un espèce de passé, t'as un passé de service public. Et t'es un peu, t'as ce côté, en fait, mission de service public que t'as envie de faire vivre derrière ça. Et donc, du coup, tu joues un rôle dans la vie des gens. Et donc, ils ont envie de faire les choses bien, ils ont envie de les faire au mieux, quoi. Moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé chez Orange, j'ai toujours ressenti ça. Et vraiment des gens passionnés, des gens qui étaient engagés pour le bien public, même si ça reste, même si c'était une entreprise publique, ça ne l'est plus, en tout cas plus en majeure partie. Mais en tout cas, tu sentais vraiment qu'il y avait en tout cas, les gens qui rentraient dans ces entreprises-là, ils avaient ce mindset et même techniquement, en vrai, ils font des choses super. Après, peut-être que parfois, on se dit, bon, c'est pas le top de la tech en France. Et à la fois, quand tu comprends tout l'historique qu'ils ont, tu te dis, ils sont quand même, il y a quand même des très, très, très belles réussites. Ah non, il y a des très belles réussites. Il y a des pointes. Hein. Il y a des gens brillants. Hein, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par rapport à ta question initiale, effectivement, le fait est que je bosse beaucoup sur la partie industrialisation parce que c'est un truc que j'avais un petit peu maîtrisé, ce que je disais dans mon passé. Ouais. Mais derrière ça, le truc où je suis monté en compétence, c'est que j'étais capable aussi de justifier la partie business associée. Qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher? Quels sont les indicateurs finalement que tu as envie d'entendre quand tu es décideur là-dessus?
Et puis j'avais aussi le soutien de mon management, etc. Donc je disais tout à l'heure avec Eric, qui m'aidait dans ce cadre-là. Donc Et ça, c'est pas ça, évident d'aller chercher cette partie business parce que c'est pas du tout ce qu'on t'apprend à l'école. non, et c'est un vrai Et manque. C'est un vrai manque. Ouais. ouais, c'est pas du tout ce qu'on t'apprend à l'école. Et je sais que c'est un vrai problème culturel, je trouve, dans les designers d'accepter d'avoir une vision business, encore plus peut-être quand tu es français, entre guillemets, parce que parler d'argent, c'est parfois pas si évident. Et parler de fait d'aider l'entreprise à gagner de l'argent, c'est peut-être voilà, aussi parfois pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité à aller chercher voilà, sur lequel il faut aller se faire un petit peu de mal, ou en tout cas être curieux, aller chercher ça Mm. pour grandir et apporter de la valeur aux gens qui vont décider, qui tiennent les budgets, qui vont faire que oui ou non le projet va aboutir, quoi. C'est ça. Euh, Et et ouais, et j'allais te dire, pardon, je me permets, est-ce que tu commences, là, il y a du management un peu officiel ou pas du tout? Tu es toujours bah, très en mon der- pilotage non, hyperviseur. mon dernier poste chez Orange, c'est du coup, je prends un poste de directeur du design Ok. sur la partie accueil de Orange et de Soch, euh, du divertissement et des applications mail, agenda et contact. Ok. Donc c'est une équipe d'une quinzaine de personnes et là j'ai un management hiérarchique associé. Et parce que c'est l'organisation où en gros je sais plus comment c'est organisé maintenant, mais t'as 4-5 directeurs du design qui sont rattachés du coup Bah, j'imagine, j'ai vu les à comment il produits que s'appelle à Eric, Hmm. qui du coup est au-dessus, était directement rattaché à la direction digitale en grand. Et donc du coup après tu as à peu près le même type d'effectif, on va dire équivalent. Mais moi à l'époque où il y avait 100 personnes dans la direction du design d'Orange France. Après contexte fait que je crois que ça a baissé, mais comme toutes les boîtes dans les 3 dernières années, ça a pas mal baissé sur la voilure externe. Donc, Non, bien mais sûr. Ouais. c'est une question d'ROI aussi et de conjoncture qui Ouais. fait ça. Mais c'est quand même une des grosses équipes de design sur la partie digitale. Si j'enlève les Renault, les Decathlon, etc. Sur le En digital, France, c'est une très très belle équipe. Ouais. en France, je pense que c'est l'un des plus grands comptes. Ouais. Par Et en là. plus, là, et en plus, tu ne parles que de Orange France. Parce qu'après, tu as la partie pro, tu as OBS, il y en a plein encore Ah si tu oui, prends d'accord. tout le design. Moi j'étais déjà. Ok. Oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, OBS, pareil. Il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est une. Ok. Et donc, là, le début du management, comment tu le perçois? Comment ça se passe? Comment tu rentres dedans? Parce que souvent en France, on devient manager parce que on est en succès dans ce rôle en tant qu'individuel contributeur. J'imagine donc c'est un peu ce qui se passe aussi pour toi, mais souvent on est rarement accompagné sur cette partie-là. Ouais. Comment tu découvres ça? Comment ça se passe? En fait, quand tu as fait aussi du management, enfin, j'avais été manager chez Faber, mais quand tu manages des jeunes qui managent des jeunes, c'est pareil, c'est un peu du management opérationnel, c'est pas Ouais. vraiment c'est un peu différent dans la manière de manager, en tout cas dans l'expérience que j'en ai faite. Mais après, quand tu manages opérationnellement, t'es quand même confronté à pas mal de choses aussi sur la gestion des personnes, euh, les orientations de leur conception, les retours que tu peux leur faire. La différence, c'est que tu vas être plus sur des plans de carrière que tu vas Mm. faire après sur quand tu es manager hiérarchique. Et c'est là où il a fallu que je monte en compétence aussi sur comment est-ce que tu gères finalement ces orientations de carrière sur des personnes qui sont différentes et sur lesquelles en fait tu dois avoir une approche également différente et savoir s'adapter à chacun. C'est-à-dire que tout le monde n'attend pas la même chose d'un manager. Certains ont besoin de beaucoup de proximité, d'autres ont besoin de plus d'avoir une capacité à ce qu'on les laisse vivre et faire leurs erreurs par eux-mêmes. Mm. Donc c'est tout cet apprentissage-là. J'ai été accompagné sur une partie formation, on va dire théorique, mais après tu le fais aussi au fil de l'eau et au fur et à mesure que tu grandis. Euh, et euh, et on va dire que j'avais aussi des mentors, des gens qui pouvaient m'aider, d'autres directeurs avec qui tu échanges et donc du coup tu partages des bonnes pratiques aussi pour savoir comment toi tu gères ce genre de situation sans forcément citer les noms.
Mais voilà, tu peux être comment tu te retrouves face à une situation conflictuelle entre deux personnes. Comment est-ce que tu gères ça? Après, si on t'apprend plein de techniques aussi de management de la communication non violence, ce genre de choses, capacité à faire des feedbacks, que ce soit positifs et négatifs. Ça, c'est de la théorie, mais tu as aussi besoin d'avoir la pratique et les retours de cette pratique de la part de pairs. Et donc là, tu vois, il y a un truc, moi, qui a été le truc le plus intéressant, c'est tout ce qui est codev. C'est donc du coup du co-développement que tu fais avec d'autres pairs Une du sorte même de. type de métier, mais sans que tu sois forcément sur le même type de métier. D'ailleurs, ça peut être des gens complètement différents. Et en fait, il va y avoir une problématique d'une personne qui va évoquer, et les autres vont réfléchir à la problématique sur comment est-ce qu'ils peuvent l'aider à trouver une solution dans cette Mhm. problématique-là. Ouais, Et en tout fait, à fait. on doit s'enrichir les uns les autres en tant que manager, et il faut pas rester chacun dans son coin. Et c'est comme ça que je pense on grandit plus vite, parce que sinon l'expérience fait que plus tu vas attendre et tu vas essayer de vivre les choses en faisant ton expérience solo, tu manages des gens, plus tu as de risques de faire des dommages collatéraux en fait. Et donc du Ouais, et coup, il faut être hyper puis. attentif à ça et que tout le monde n'est pas fait pour être manager en plus. Et il faut faire attention à cette voie unique de la voie de la réussite, c'est de devenir manager. Alors qu'il y Ouais. a plein de gens qui sont des très bons experts et qu'il faut réussir à emmener vers cette voie d'expertise et qui ont tout autant à apporter à la stratégie d'entreprise et à la boîte en elle-même en fait. Et donc parfois, t'as beau être le meilleur, t'es pas forcément le meilleur manager. Donc là, on sent solide. Tu fais du management, tu prends de la direction, tu as fait tout ce qu'on a fait, enfin tout ce qu'on a vu juste avant. Comment on arrive sur un rôle comme ça chez SNCF Connect and Connect Tech? and Tech. Com- Euh, comme comment ça se passe et comment ils te font confiance en fait J'imagine, moi, qu'on a déjà commencé à comprendre ton parcours, industrialisation, excellente compréhension du craft, de ce que c'est qu'une expérience utilisateur, vision stratégique, commence à mettre du business, des KPI, du ROI, etc. en tête. Voilà, moi déjà, je me dis, bon, ok, mais est-ce comment que après, mine de est-ce que tu rien, vas deviner? Est-ce que c'est toi qui vas deviner quelle est la chose qui manque dans tout mine de rien, ça? mine de rien, c'est pas si évident que ça qu'on te dise, tiens, Antoine, il va aller sur un poste qui est aussi en visibilité quand même, parce que SNCF, c'est ultra important. C'est toi qui vas me dire le nombre de visiteurs que tu as par jour sur ton site. Euh, ouais, c'est quoi le twist qui me manque? Alors, c'est quoi le truc que j'ai pas cité pour l'instant? Ce que je suis en train de me dire là sur le fil conducteur et que tu as refait, c'est il y a un moment, en gros, chez Orange, l'organisation, elle fait que tu as un pôle de connaissances clients où tu interviens un peu moins auprès des utilisateurs. C'est-à-dire que par contre, la data est hyper importante, de tester des interfaces, c'est hyper important, mais tu as moins ce contact-là. Et en gros, il y a un poste qui est ouvert à ce moment-là chez SNCF Connect and Tech de Head of Design Research et Vision. Tu as reçu Émilie Emily, Larose ouais. récemment qui avait ce poste-là. Et donc, du coup, en fait, moi, je viens chez SNCF Connect and Tech prendre sa suite parce que justement, une boîte qui fait ce choix de se dire je crée un pôle de design research et de vision en mon sein, bah, en fait, je trouve que c'est un positionnement qui est unique. Et moi, en fait, me remettre dans cette dynamique de je suis vraiment au contact des utilisateurs et je suis sur un poste qui va, enfin, dans une entreprise qui a toujours cet impact. Mais du coup, comme tu dis, avec le revers de la médaille, c'est la visibilité. Mais le fait est que j'avais envie de retrouver un peu encore plus d'utilisateurs. Je dis pas qu'Orange le fait pas parce qu'ils le font clairement, mais j'avais envie de me faire un focus que là-dessus. Tu vois, j'avais envie d'être focus moi que sur ça pendant un temps. Et fait est que j'arrive en tant que head of design ops et design ops, design research et Et vision. vision. Et, euh, et j'avais fait des entretiens du coup à l'époque avec David Ruiz qui est parti depuis chez Payfit et que Bien j'avais sûr. rencontré chez Orange Bank, donc, en fait pour te faire tout le lien. Ouais. Et donc je rentre chez SNCF Connect and Tech et il fait que David qui était VP design, bah, en fait finalement il va chez Payfit et à ce moment-là commence un an d'une mission de transition aussi côté SNCF Connect and Tech pour se poser la question de
comment est-ce qu'on organise le design, etc. Donc, on a été accompagné par quelqu'un qui a fait du management de transition, Giovanni, qui nous a beaucoup aidé aussi à prendre du recul, à réfléchir sur l'organisation, etc. C'était hyper intéressant. Et, euh, et donc, suite à toute cette année-là que je passe en tant qu'Head of Design Research, sur laquelle je fais diverses choses, mais je pense pas que ce soit le cœur de ce qu'on veut évoquer ici. Mais c'est que à la fin, du coup, je prends aussi le poste du coup que David De avait. VIP. Pas de VIP pour le coup, parce qu'on n'utilise pas ce mot-là chez Connect and Tech, mais en tout cas de directeur de l'expérience utilisateur. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est une fierté parce que c'est un super job, un super poste. Et au même Ouais. moment, j'ai aussi un nouveau CPO qui arrive, qui du coup m'aide à prendre ce poste-là et avec lequel le fit se fait tout de suite parce qu'en fait, il a cette orientation utilisateur, il a cette orientation ROI. Et donc du coup, on parle quand même relativement le même langage et donc ça nous embarque dans une dynamique et une aventure qui est celle qui est encore la même aujourd'hui et qui est passionnante parce qu'en fait, je pense qu'on va vraiment dans le bon sens pour améliorer les choses tu voulais des chiffres, 20 millions d'utilisateurs, et 4 millions et demi par jour. Et ouais, ça, en effet, c'est des chiffres incroyables. Et donc, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est tu prends ce rôle parce que ce rôle sur la partie vision, et je l'imagine bien, c'est que t'as envie d'avoir un accès presque direct aux utilisateurs et tu sens que dans l'organisation SNCF, c'est possible. En tout cas, on te laisse la possibilité de le faire. Ouais. Eux, ils se disent que ils ont besoin d'un profil qui a une certaine, j'imagine aussi, une certaine fraîcheur aussi, une certaine, qui peut-être est issu d'une certaine génération aussi pour se dire c'est peut-être lui qui va aussi nous proposer les pratiques de demain et qui va suivre ça. Et puis il y a aussi la notion de réseau quand même parce que on se rend compte que David qui était chez Orange Bank, tu le retrouves un petit peu aussi, euh, donc tu le retrouves à demi-mot entre guillemets chez SNCF. Euh, Quand je dis réseau, ça veut pas dire parce que tu es mon copain, je te recrute, c'est parce qu'on a su, Non, non. Et parce puis qu'on a pour le su coup, que tu avais fait le boulot chez Orange Bank et que le milieu est quand même petit et que donc on se dit ouais, en fait ça peut le faire quoi. hmm. Oui, oui. Je sais pas quoi Je te pense répondre de que plus que ça. ouais. non mais en fait pourquoi je reformule de cette façon-là, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent tu vois, je pense que il y a un moment où des fois il se passe plein de choses dans notre vie, on sait pas trop à quoi ça sert et à un moment Ça fait sens. Ouais, ça un fait moment, synthèse, ça fait ouais, sens ouais. et c'est pour ça que dans toutes vos expériences, dans tout ce il faut toujours soigner ce qui se passe pendant le début et même la fin, soigner toujours tout. Euh, essayez d'avoir un réseau fort sans être c'est pas du copinage, mais c'est juste de la recommandation et du respect du travail de chacun. Et à un moment, il y a une échelle qui va arriver, paf, et qui va et qui arrive au bon moment, et c'est super, et c'est super. C'est un Ouais, peu, c'est pour ça, je voulais juste mettre le focus sur ça pour une carrière, ça tient à plein de choses et tout ce que tu ça as tient à fait plein de avant choses fait que ça et il y l'a a de fait la, après. ça se tient aussi à la chance. Et puis la chance, ça aussi, ça se provoque. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, j'aimerais qu'on qu'on maintenant fasse le focus sur parce qu'on parle beaucoup. Et il faut qu'on avance j'aimerais bien avancer justement sur le Big Bang. Moi, j'appelle ça Big Bang, mais en tout cas, c'était quand même assez novateur l'outil, le SNCF Connect de 2022, où Ouais. on change totalement d'organisation, de page, etc. Ça a été sur les réseaux, je me rappelle, franchement, ça avait été très très dur, j'ai trouvé sur LinkedIn. Peut-être à raison, peut-être à tort et tout ça, mais en tout cas, tout le monde a donné son avis de designer et c'était parfois très dur. 4 ans plus tard, comment vous voyez tout ça? Et ouais, quand je te disais à l'image de Liquid Glass, des fois j'ai l'impression
que c'est parce que tout le monde veut s'exprimer, veut avoir un avis, et qu'en plus c'est la SNCF, on a le droit d'y aller un petit peu plus fort, que ça se passe comme ça. Mais 4 ans plus tard, au final, ce que je comprends, c'est que ça marche. Ah bah, en tout Peut-être cas, pas oui, là. oui, ça marche, effectivement. Tu as eu quelques Voilà, problèmes techniques, effectivement, à la sortie, mais qui bien ont été sûr. vite résolus. Donc, dans tous les cas, tu te dois de marcher dans ce genre Oui, de de toute service, façon. ça c'est sûr. Mais globalement, le bilan qui est fait, c'est que, bah, en fait, en gros, SNCF Connect aujourd'hui, le bilan il est hyper positif par rapport aux choix qui ont été réalisés. Euh, En fait, aujourd'hui, SNCF Connect, ça joue un rôle central dans l'organisation de la mobilité, des déplacements, Que avec vous pourtant. plusieurs combinaisons possibles. Donc en fait, on est passé d'une application qui fait une application, on avait oui SNCF qui faisait de la réservation de billets de train. Tu avais l'assistant SNCF qui était vraiment l'assistant, notamment pour les franciliens, beaucoup, mais également pour tous les chefs de bord et les agents en gare utilisaient énormément cette application-là pour avoir de l'information voyageur en temps réel, etc. Et en fait, on a mis les deux ensemble pour vraiment aller dans cette stratégie de mass, mobility as a service, qui va au-delà du billet de train. Parce que en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas, il y a personne n'a encore répondu à cette promesse du tout en un des mobilités qui plaît à nos utilisateurs, qui est demandée, qui est plébiscitée dans les retours qu'on a, et qui en plus dans les chiffres augmente parce que je sais plus quel était le truc, mais c'est qu'en gros, nous aujourd'hui, au-delà de la vente de billets de train qui fonctionne bien et qui fait que de fait, on a quand même une situation qui fait qu'on est leader parce qu'on était les seuls avant. Il y a Trainline qui est arrivé et qui Ouais. prend aussi sa part. Mais aujourd'hui, il y a quand même tout le monde s'oriente quand même relativement vers nous. Mais on continue à avoir des téléchargements. Cet été, il y a eu 1,9 million de téléchargements de l'application en plus. Alors que tu pourrais dire que tous les Français ont SNCF Connect dans leur poche. Bah non, en fait, tu vois, on continue à avoir des éléments en plus. On voit aussi comment ça s'appelle, sur l'information voyageur, les gens, on explose aussi l'utilisation des tableaux de gare sur juste de l'information voyageur, parce qu'en fait, on n'a pas que des clients, on a aussi des utilisateurs. Et ça, c'est hyper important à avoir à l'esprit. C'est qu'il y a des gens qui utilisent SNCF Connect pour de leur mobilité du quotidien. Là, je voyais récemment, il y a une étude qui a été commandée, qui est pas de notre fait, hein, mais qui avait été commandée sur quelles étaient les applications les plus utilisées en Île-de-France pour la mobilité du quotidien. Du quotidien, ouais, c'est Du important, ouais, quotidien. bien sûr. Pour toi, c'est laquelle la première? C'est l'évidence. Ouais, voilà, c'est RATP, Citymapper, j'allais dire quelque chose comme ça, quoi. Ok. La première, c'est Google Maps. Ah oui, d'accord, ouais, ok. La première, c'est Google Sur- Maps, de très loin. Et ensuite, c'est IDFM et SNCF Connect ex aequo en deuxième place. Ok. Et donc, du coup, tu as Bonjour RATP, Apple Plan, Citymapper, Move It pour les autres. Donc, en gros, on a pris aussi un rôle dans cette mobilité du quotidien en Ile-de-France, mais pas que. Tu vois, on a fait sur l'année dernière, on a augmenté de 65-67% les transports en commun dans toute la France, parce qu'aujourd'hui, on a j'ai oublié le chiffre, je vais pas dire de bêtises, mais on a 30-40 villes dans lesquelles on distribue aussi les transports en commun. Donc, Mhm. et les villes majeures par rapport à ça, ça va être, je crois que c'est Tours, t'as Avignon aussi, notamment pendant le festival Festival. d'Avignon, où en gros, ça devient intéressant parce que installer l'application de l'acteur local, alors que tu as déjà SNCF Connect dans ta poche, c'est quand même plus intéressant. Et on a aussi le Grand Annecy, qui est une des villes dans lesquelles on développe beaucoup cette activité-là. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que il y a eu un lancement qui a fait que on a mis en place une barre de recherche unique qui en fait allait dans le sens de la recherche finalement de ne pas être qu'un distributeur de billets de train, mais d'être un distributeur d'être un acteur de la mobilité tout en un. Et quand tu fais être acteur de la mobilité tout en un, si tu passes par un formulaire qui dit je pars de et je vais à, si tu regardes en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe l'expérience utilisateur associée à ça. C'est plutôt que tu vas rentrer ta destination. Et en fait, Mhm. c'est ça, c'est tu veux savoir comment je vais y aller. Et en général, tu peux soit associer ta géolocalisation quand tu es sur la mobilité du quotidien. Et en fait, quand tu fais ton billet de train, pareil, tu vas partir de chez toi, mais tu peux le modifier derrière. Et tout cet aspect-là, finalement, je comprends en fait
tu as eu tout un côté où tu es distributeur de billets de train, tu restes SNCF en fait. Donc du coup, pourquoi tu fais ça? Mais en fait, c'est qu'on veut aller créer ce cercle vertueux avec les utilisateurs sur un besoin réel et exprimé des études qu'on a pu avoir, et que ça crée finalement également un cercle vertueux, je te disais tout à l'heure, pour l'entreprise. C'est en fait quand tu génères de la valeur pour les utilisateurs et qu'ils reviennent chez toi, tu génères de la valeur pour ton entreprise. Le but, c'est que ça marche dans les deux sens. Et que Bien sûr. un des aspects qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le KPI numéro un qu'on regarde aujourd'hui, et depuis, moi, c'est la satisfaction de l'utilisateur. C'est le truc qu'on regarde le plus au quotidien. Moi, c'est l'indicateur majeur. Et c'est celui que mon boss me rappelle tous les jours également. Et donc, c'est vraiment notre KPI numéro un. Donc, on prend tous les retours. Et en fait, quand tu fais ces changements-là, c'est normal que ce soit compliqué aussi de plaire à Ouais, tous en les fait, usages. c'est le changement de modèle, quoi, en fait. Ah, mais attends, mais c'est un En fait, changement qui doit s'accompagner. C'est un changement et en fait, c'est un truc que je disais hier. On disait, ce serait. Hier, j'ai parlé d'un truc parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Je parlais de 60 millions de Français, 60 millions d'usages, en fait. Et pareil, tu vois, les 60 millions de sélectionneurs. Ouais, Et bien en sûr, gros, tout à fait. Bien sûr. c'est pareil, c'est qu'en gros, toute la complexité qu'on va avoir, c'est Ah, vous que n'avez pas de persona, enfin, si j'imagine, enfin, je sais pas, on je a, sais on pas a, si on ça a a, du sens, mais moi, je suis pas très team personnage, je suis team jobs to be done ok, pour la c'est blague. vrai. Non, mais Mais en gros, le point, il est que toi, t'es un persona, ok. Toi, t'es Paul. T'es Paul, t'habites à Barcelone. T'as besoin d'aller à Paris pour ta vie pro, ok. Et du coup, le week-end, bah, t'es Paul, papa, oui. avec ta femme qui veut partir en vacances ou en week-end. Et du coup, c'est quoi les usages différents? Il y en a un, t'es pro, la ponctualité, essentielle, avoir l'information voyageur au bon moment. Et dans le deuxième, ton job essentiel, c'est d'être rassuré sur la voie, c'est pouvoir avoir un accompagnement sur la capacité à mettre tes valises. C'est en fait tes Hmm. enjeux, en fait, ils sont différents. Et tu peux être un persona X le matin et un persona Y le soir. Et c'est là toute la complexité, c'est qu'en fait, certains retours qu'on va avoir, je pense que même des personnes vont changer d'avis du lundi Hmm. jusqu'au samedi, c'est plus la même personne. Mais c'est hyper intéressant et c'est ce qui fait que je pense que ça crée un job hyper intéressant. Mais du coup, aussi parfois, bah, faut faire attention à pas se focaliser. Il faut écouter Hmm. les gens parce que c'est essentiel pour faire une bonne conception. C'est essentiel. Mais du coup, parfois, comme tu disais, tu as pas mal de critiques qui peuvent tomber et il faut savoir aussi se protéger parce que ça peut être douloureux aussi parfois. Mais il faut savoir les écouter sans l'émotion qui va avec pour Ouais, voir si en fait il y a quelque chose à en extraire de constructif. mais je pense qu'en effet, et puis je pense en fait peut-être que ça avait été pas assez peut-être mis en avant le fait de le changement de le changement de paradigme de la SNCF qui maintenant apportait un outil de masse, de mobilité as a service, versus j'achète mon billet de train. Et en fait, je pense que ce modèle-là, c'est ce modèle-là qui a eu peut-être du temps à prendre. Et au final, maintenant, on y est. Et de toute façon, dans tous les changements, c'est comme quand un artiste change de style de musique, de style de... Tu vois, il y a des gens qui vont avec lui et t'en as d'autres qui restent sur le quai pour être dans la thématique. Euh, Est-ce que maintenant tu peux nous parler justement de l'équipe que vous avez et en fait surtout un petit peu de l'organisation, comment elle a pu évoluer. Comme je disais, il y a des nouveaux types de rôles dont le Head of Design Ops, je te disais. Est-ce que tu peux me faire un petit peu un topo de la façon dont vous êtes organisé? Je te dis ça parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a parfois des gens qui sont Head of Design et qui peut-être se posent la question de eux-mêmes comment organiser les équipes. Euh, voilà. Les choix que tu as pu faire aussi, tu sais, je sais que je vais avoir beaucoup de questions dans cette question-là, mais ce que tu sais, au début, dans Orange, tu disais, il y avait une équipe UI, il y a une équipe UX. Maintenant, tout ça, c'est plus du tout, c'est plus du tout les manières de faire. Il y a le product designer qui est généraliste. Voilà. Mhm. Comment toi, tu as géré un peu, dealé avec tout ça, avec le product designer généraliste, les profils experts, l'organisation d'une entreprise si importante? Ouais. Si tu peux nous mettre un peu sur le topo. Bah, déjà, tu fais le lien aussi avec Orange. C'est-à-dire qu'à la base, on avait des UX UI, mais après, on a eu une, une organisation qui a été revue quand j'y étais.
Eric avait voulu revoir les choses pour les mettre en mode plutôt univers finalement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, à un moment, j'étais directeur de design des accueils et du divertissement. Tu avais aussi la partie e-commerce, tu avais une partie espace client, etc. Tu avais différents univers dans lesquels tu avais des métiers de designer qui constituaient cet univers. Et tu avais deux pôles transversaux qui travaillaient là-dessus, qui étaient déjà là-bas un pôle design ops et un pôle le studio créa en fait, qui allait permettre de travailler aussi d'alimenter l'ensemble des interfaces avec des créations. Chez SNCF Connect and Tech, en fait, quand comment on organisait les choses, c'est que il y a aussi des pôles, on va dire, de compétences. Un pôle principal, quand je dis principal, c'est pas péjoratif pour les deux autres, mais c'est qu'en fait, il est plus généraliste, c'est le pôle product design. Ce sont des product designers qui vont travailler sur les différents produits. Ils vont avoir à la fois ce modèle que moi j'avais testé du coup sur la partie TV et divertissement à l'époque, c'était d'avoir des personnes qui sont rattachées à un univers, mais qui sont spécialisées sur une partie, mais qui n'en sont pas rattachées complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler par exemple sur, je sais pas, l'achat de billets de train. Je vais être sur une première partie, mais par contre, je suis référent sur ce sujet. Mais si jamais le poids du corps pendant un temps donné va être sur un autre endroit, je vais pouvoir être détaché parce qu'en fait, l'impact que je vais avoir va être moindre ailleurs. Donc en fait, le but est d'un point de vue aussi, comment dire, motivation des gens. Je pense que c'est plus intéressant que d'avoir des designers finalement qui surproduisent plein de choses, qui ne voient jamais le jour, parce qu'en fait, ils sont rattachés à une partie du produit ou à un produit et qu'en fait, il n'y a pas assez de capacité de dev derrière. Et donc, en fait, c'est pour éviter d'avoir ce sentiment de frustration. Donc, c'est un sentiment, et également, RH et même RH par rapport à eux, donc de se sentir plus impliqué là-dedans, d'avoir tout le temps, en fait, un bon niveau de staffing et également d'être, par rapport à comment s'appelle, un côté, cohérence, de toucher aussi à autre chose. Ça, c'est Donc important ça, de pouvoir ouais. comprendre tout ce qui se passe aussi chez les autres, de pouvoir y intervenir, parce que je pense que ça améliore même le design qu'on fait pour son propre produit. Si on arrive à bien comprendre les difficultés et les problématiques des autres produits. Ouais, mais c'est pour ça que tu vois, un PO, un designer, pour moi, c'est un mélange trop luxueux, pour le coup. Et donc, il y avait besoin d'avoir ce côté, finalement, un peu flexible, même si, en fait, tu es référent avec ce PO et que quand il aura besoin de toi, tu seras là, en fait. Mais du coup, quand on fera la priorisation par trimestre, on verra quelle est la charge que tu estimes sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble, etc. Chacun fait ses propositions d'évolution, etc. Après, il y a un pôle que j'ai évoqué, sur lequel j'ai été en poste à un moment, et Émilie l'évoquait. Il y a une chance qui a été stratégique, qui a été faite dans cette boîte, c'est d'avoir ce pôle design research et vision, qui travaille sur finalement vraiment être en contact d'utilisateurs, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire en amont détecter des opportunités d'amélioration et en faire des recommandations, bencher, regarder ce qui se passe sur les marchés, etc., s'inspirer et inspirer le collectif. Et en aval, de manière très concrète, tester ce qu'on va sortir avant que ça sorte, tester des choses qui sont déjà sorties, mais du coup qui ont de la valeur à être testées quand c'est en prod finalement, parce que parfois tu as aussi des biais dans tes tests qui font que les tests sur proto, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, et qu'en plus, moi il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup auprès de ce pôle-là notamment, c'est le croisement de la donnée. Tu as besoin de croiser ta donnée énormément pour la rendre la plus fiable possible. Encore plus quand tu fais que tu travailles sur ce genre de produit comme SNCF Connect, t'as pas trop le droit à l'erreur, tu le vois. Sinon, ça te tombe vite dessus. Et et au-delà de la critique, c'est que tu as un impact sur la vie des gens, dans la mobilité. T'as pas envie que là, toi, tu veux prendre ton train, tu te trouves face au gate, ça marche plus. Parce qu'en fait, j'ai changé l'UX et tu sais plus où trouver ton billet. Enfin, c'est catastrophique pour les gens. Et pour les gens du quotidien aussi, donc t'as vraiment besoin de prendre conscience de ça, avec tout, sans le stress qui va avec, mais voilà. Ouais. Et quand tu dis croiser, c'est donner quanti, donner quali. C'est ça. C'est pas genre juste uniquement l'un ou juste uniquement l'autre. En plus, vous avez la capacité. Non, c'est les deux. Vous avez la capacité. Ouais, vous avez la capacité de faire les deux parce que le quanti, ça peut être fait facilement vu le nombre de connexions que vous avez, d'utilisateurs, etc. Et le quali,
j'allais dire aller en gare, mais j'imagine qu'il y a d'autres endroits. Enfin, en tout cas, Oui, c'est bon, on fait possible de le aussi faire, quoi. Vous faites les des hangars, interviews, le classique derrière vitre sans teint, ouais, effectivement, les du focus imageries. group. Et oui, effectivement. Mais du coup, effectivement, tu as le test quali, la data, mais également ce qu'on appelle la voix du client. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux, en fait, toute Ah, l'agrégation ouais. des mails, des retours de relations clients, tous ces trucs-là, qui représentent plus de 10 millions de verbatim par an. Et en gros, le but, c'est de faire en sorte qu'on croise toutes ces données-là pour essayer de fiabiliser au maximum nos conceptions en amont, mais également en sortie, pour qu'on continue Mhm. d'améliorer. Le but, enfin, tu sais que quand on sort, mesurer l'impact de ce que tu as fait, corriger, essayer d'améliorer, etc. Donc en fait, Ah, tout ça, il faut croiser cette donnée-là ce pour pôle permettre d'être le est, plus fiable possible. ouais, c'est hyper intéressant. La vision aussi réseaux sociaux et tout. C'est vrai Mais du coup, ça, on s'appuie que sur des c'est experts pour neuf. le coup. On s'appuie sur des Ouais, experts par rapport à ça, et nous, on alimente j'imagine, Tim. avec notre donnée qualitative. L'équipe, elle bosse surtout sur de la donnée qualitative pour le coup. Ouais, c'est ça. Vous recevez les données Et tu, et vous recevez et, les données quanti et vous travaillez sur du quali. ouais, on travaille, Et ouais, on c'est ça. croise. On travaille avec les pôles. On essaie de toute façon, on a la même mission ensemble. On a envie de faire en Bien sorte d'être sûr. sûr de ce qu'on adresse. Et donc, du coup, chacun arrive avec son expertise sur de la connaissance client qu'il apporte pour orienter finalement là où on veut aller derrière. Trop bien. Ouais, très clair. Et le dernier pôle qu'on évoquait, Design Ops, qui lui, du coup, comporte toutes les activités transverses entre guillemets euh, qui alimentent le product design. Tu pourrais me dire en fait dans le design ops, tu as certaines structures qui ont aussi ce pôle UX research dans la partie ops. Mm. En fait, le choix, il est que le pôle, comme on le veut important, il est un pôle dédié tellement en fait il est structurant et il Ouais, est bien gros. sûr. Il représente 6-7 personnes du UX research et de service designers qui font également des analyses sur le terrain et notamment un truc sur lequel j'insiste beaucoup aussi, la mobilité, ça se vit sur le terrain. Quand tu veux Ah, mais savoir c'est sûr. si l'information voyageur de ton train qui est retardé, t'es pas sur ton canapé, hein. En général, t'es sur le quai et t'as envie de savoir ce qui se passe. Et donc, C'est clair. le pôle design ops, lui, il va regrouper des activités, on va dire, ce que j'appelle les activités d'industrialisation, ceux qui rédigent des guidelines pour le product design. Donc, tu vas avoir derrière ça le UX writing qui travaille tout ce qui va être le tone of Ok. voice finalement. Mhm. Tu vas avoir la direction artistique qui donne en fait des concepts créatifs qui vont être réinterprétés, qui vont être utilisés par les designers dans leurs interfaces, Ok. et le design system Ok. qui lui aussi conçoit du coup toutes les briques qui permettront de construire nos différents produits. Parce qu'on parle de Connect, mais en fait on bosse SNCF Connect Tech, c'est plus de 250 produits, hein. Mais tout le monde ne parle que de Connect, et même toi, Ça, tu c'est n'es vrai que intéressé que par ça. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et non, mais tu sais, quand tu dis ça, je me dis, mais oui, c'est vrai. Et t'as 1000 fois raison. J'imagine que dans les 250 produits, tu dois avoir du B2, bien sûr, B2C, du B2B, peut-être même des outils internes. Du B2G, G. government. Ah ouais, du B2G. Ok. Et Ouais, non, non, ok, je m'y effectivement. attendais pas. Ok, ok, ok. Mais du coup, nous, on n'intervient pas forcément sur l'ensemble des produits parce que l'intervention design n'est pas forcément nécessaire partout. Mhm. Parfois, elle serait nécessaire, mais on fait des choix. Comme Bien je disais sûr. tout à l'heure, il y a des Mhm. focus à faire. Tu peux pas être partout, Mhm. même si l'intérêt, je pense qu'il est sur tous les produits, mais parfois on ne peut pas se le permettre sur l'ensemble. Bien sûr. Et donc du coup, ce que je disais sur cette partie design ops, pour finir sur ce qu'on a, c'est qu'on a aussi un pôle accessibilité associé à ça, avec une personne qui est vraiment référente sur la partie accessibilité numérique, une autre personne qui est référente sur la partie relation aux associations PMR PSH, pour également recueillir des informations quant à la qualité de nos interfaces et de nos services en direct avec eux, en fait, tout Mhm. simplement, pour construire avec eux les améliorations de notre produit. Et après, des éléments plus process, des compétences plus process, people, aussi dans ce pôle-là. Et je comprends mieux le fait d'avoir un head of design de partie design ops, parce qu'en fait, dans design ops, tu mets beaucoup de choses. En fait, Bah, tu mets, t'as c'est à la fois vraiment, des... tu entoures
les, les product designers de compétences. Et c'est vraiment et qui ont pour objectif d'aider tout le monde à ce que tout se passe bien et et ça puisse se produire de façon cohérente avec le bon niveau de qualité attendu. Euh, et c'est vraiment des facilitateurs pour les product designers dans leur métier, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, tu as ce côté création de deux pôles d'expertise, en fait, des designers un peu experts qui vont sur des éléments un peu spécifiques, et tu as le pôle un peu plus que j'appellerais générique, mais en fait qui marque un petit peu un changement, pas un changement, je sais pas, mais en tout cas des trends, j'ai l'impression, sur la manière dont le métier de designer est en train d'évoluer par rapport à ça, entre ces deux façons de faire, être généraliste ou être expert. Et c'est des choix qui sont propres à chacun, qui ont tous Mm. les deux leur intérêt, je pense. Mais c'est propre à la manière de réfléchir de chacun ou l'attrait pour une technologie. Quand tu es sur du design system, enfin, tout le monde doit être rigoureux et tout le monde doit être un petit peu matheux dans sa manière de réaliser et avoir la rigueur dans tes interfaces. Mais quand tu vas sur le DS, tu sais que c'est des gens qui ont encore plus envie d'avoir cette rigueur-là, quoi. Parce Mm. que tu sais qu'il y a vraiment ce côté industriel qui est hyper important. Et, euh, et ça fait encore plus sens maintenant. Euh, Tu vois où je vais venir, mais ce côté aussi l'IA, comment est-ce que finalement l'IA te rend plus t'aide dans ton métier de designer expert et comment l'IA t'aide dans ton métier de designer généraliste. Et en fait, elle peut permettre aussi de faire les liens entre les deux Mm. sur les choses où t'es un peu moins bon, quoi. Euh, Quand tu fais du design system, quand tu fais de l'ADA, quand tu fais de l'UX writing, moi je vois 1000 cas en fait où l'IA peut venir t'aider sur ton métier spécifique pour t'aider à faire des correctifs, pour t'aider à faire des choses qu'on faisait pas par le passé, parce qu'à chaque fois on disait c'est pas possible, il y a trop de données à gérer. Et quand tu es designer, product designer, il t'aide aussi Mm. à À synthétiser. ouais à synthétiser toutes ces données-là finalement et tous ces éléments que tu peux recevoir aussi des designers experts. Donc, Ouais, ce que j'imagine, ouais, synthétiser de la recherche quali, de la recherche quanti, de la recherche réseaux sociaux. Ça doit être déjà, j'imagine que vous avez des outils qui vont vous aider sur tout ça, mais ça doit pas être simple. Et donc justement, ça me permet peut-être de parler un petit peu d'outils et d'IA. L'IA, est-ce que vous regardez, est-ce que vous utilisez? Je sais qu'il y a pour des entreprises comme SNCF, il y a tous les aspects de sécurité, parce que quand même, on n'en a pas parlé, mais je me rappelle quand on avait préparé cet échange, tu me disais que depuis la, depuis la guerre en Ukraine, c'est des attaques continues et énormes sur le site, mais sur plein de... En tout cas, SNCF fait partie des cibles. Euh, Est-ce que vous y avez accès justement à cette IA? Si oui, comment? Et comment tu commences à te poser des questions sur comment augmenter la capacité de production, au-delà de la production, mais comment augmenter le designer grâce à l'IA? Et peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un peu too much là, mais tu me diras si tu peux y répondre. Il y a des features IA qui font sens, peut-être pour SNCF Connect and Tech. alors sur les IA qui font sens, déjà sur la manière dont on fonctionne, c'est que aujourd'hui on explore le sujet. Je vais Ouais. être honnête, pour l'instant on Mhm. l'explore, on voit un petit peu ce qu'on peut faire parce qu'on sait il y a quelque chose il faut quand même regarder et surtout il y a un aspect important pour moi en tout cas, je vais pas parler au nom de l'entreprise là, mais pour moi c'est aussi Mhm. les enjeux d'éco-conception que tu as derrière, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette par rapport à tout ça. Donc en fait, il faut être Bien aussi sûr. attentif à ça et qu'on n'utilise pas à tort et à travers l'IA par rapport à ça. Ouais, et En- donc j'allais dire peut-être être plutôt en recul, de se dire tiens, on va laisser les gens se tromper ou être en succès et se dire tiens, il y a peut-être du sens à utiliser IA bah, sur cette partie succès. Et en effet, après, sur la partie éco-conception, on sait très bien l'impact et la lourdeur de l'IA dans l'impact carbone, etc. Et, bon, en tout cas, c'est un vrai point à prendre. Ouais. Mais en ce qui concerne, nous aujourd'hui, les IA qu'on a pu prendre, on a pris les IA du marché, hein, mais on les fait tourner en interne. C'est-à-dire que les contrats qu'on a eus, c'est sur des, donc en fait, elles ne sont pas ouvertes à l'externe, Mhm. ce qui fait que déjà, on travaille avec notre donnée, c'est-à-dire on les fait fonctionner uniquement sur nos données à nous.
pour nous permettre d'éviter des fuites de données et que aussi ça alimente le cœur derrière de manière trop importante. Donc Bien sûr. il y a comme un point aussi qui est important par rapport à ça. Et sur le designer augmenté, en fait, j'ai l'impression que c'est sur plein de choses qu'on n'avait pas envie de faire et sur lesquelles beaucoup de designers se plaignent aujourd'hui aussi. C'est que moi, Mm. j'ai l'impression qu'il nous ouvre des possibilités qu'on n'avait pas. Quand j'ai commencé à bosser, je faisais déjà d'une, je bossais sur Flash. Je faisais des bannières Flash, c'était très rigolo. Mhm. Du coup, ça c'est mort. Mais en fait, on passait beaucoup de temps à bosser sur Adobe. On faisait plein de Ouais. choses. Et arrivé le côté design system, d'abord via Sketch. Tu vois, il y avait InVision, il y avait Figma qui a un peu aussi revu les choses. Et en gros, nos process se sont améliorés. Ils ont fait que s'améliorer. On produit des maquettes aujourd'hui 100 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Enfin, Ouais. clairement, pour faire toutes les évolutions, l'arrivée du responsive, c'était un enfer au début. Enfin, il fallait faire toutes les maquettes. Je me souviens, c'était un enfer de réaliser toutes les Ouais. maquettes une par une. Et en gros, pour moi, ce qui va permettre, c'est d'essayer d'automatiser des tâches comme ça, où en gros, le cerveau du designer devient plus important que sa capacité à faire du pixel perfect. Mm. Parce que je pense que le pixel perfect, un jour, l'IA sera capable de le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais il y a un moment où ça va arriver, où en fait, elle va être un peu plus rigoureuse. Mais pour pouvoir être rigoureuse, elle a besoin de nous. Elle a besoin aussi que les choses soient déterminées, soient en fait bien cadrées, que les guidelines soient bonnes et qu'elle soit capable de les comprendre. Les prompts, tu le vois, la qualité d'un prompt, c'est essentiel. La qualité de la donnée en entrant, elle est essentielle pour te permettre de savoir si derrière, elle va être plus ou moins qualitative dans sa réponse. Et ça t'ouvre d'autres choses, je pense, moi, je pense pas que ça va remplacer le designer, euh, parce que je pense que ça va faire par contre un changement de paradigme sur notre métier, dans le sens où beaucoup de designers disent c'est quoi l'objectif, c'est quoi la problématique, c'est quoi le sens en fait de ce qu'on Mm. fait, et c'est quoi la créativité. Aujourd'hui, la créativité, je trouve que les 10 dernières années, on a eu tendance à beaucoup se copier les uns les autres. Les benchmarks ont été hyper importants. Ça a sa vertu parce qu'en fait, ça permet de faire en sorte que les gens ont tous les mêmes repères. En revanche, il y a certains aspects graphiques, d'interaction, de messages d'erreur, de trucs où l'émotion, elle est un peu disparue. Et moi, je pense que l'IA aujourd'hui, telle qu'elle est construite, elle ne fait que dupliquer des éléments. Et donc, la créativité, par contre, les designers, bah, il y a un truc que tu peux apporter par rapport à ça. Parce que pareil, sur les scénarios de films qui sont créés par des IA, elles ne font que reprendre des scénarios de choses qui existent déjà. Mm. Tu me diras, les Marvel ne font que reprendre d'anciens Marvel et les Disney ne font Ouais. que refaire d'anciens Disney. Donc en fait, où est la créativité dans tout ça? Et c'est là que l'humain, il est important. C'est que l'humain, en fait, c'est lui qui aura des bonnes idées. Et au moment où il se dit que l'humain, c'est lui qui va te dire que il va avoir une idée complètement ouf que l'IA, elle aurait jamais pu avoir. Donc Ouais, ouais. ce pas de côté, Le fameux ce penser pas de en dehors de côté, la boîte. Ouais. ouais, le pas de côté, l'IA, elle est pas capable. Au même titre, je te disais sur la partie cadrage et quelle est la problématique, l'IA, elle ne fait que simuler de l'empathie. Savoir quel est le ressenti d'une personne par rapport à une situation de stress, c'est que nous qui sommes capables de faire. C'est un humain qui est capable d'avoir de l'empathie. Une machine n'aura pas d'empathie. Donc le stress que toi tu auras vécu parce que je dois comprendre qu'en fait, au moment où tu avais, je sais pas, un retard de train ou que tu n'arrivais pas à accéder à ton billet parce qu'en fait, tu en as besoin hors ligne et que tu vis dans une zone blanche et que tu n'arrivais pas à valider ton billet auprès du contrôleur parce que en fait, en plus, tu as eu une journée qui était compliquée avant, qu'en fait, il faut absolument que tu arrives à l'heure et que t'as pas les moyens de te payer un autre billet de train, qu'il faut que tu rentres dans celui-là, l'IA va pas comprendre tout ça. Elle va te donner les faits, voilà, mais en fait, elle est pas capable de se mettre donc après la création que toi tu dois faire, qui va dans le sens de dire apporter ce palliatif Ouais, je de vais soulager ce. rassurance et de analyse finalement dans ta research. Voilà, enfin, ce côté empathique, elle ne l'aura jamais. Elle n'est pas capable. Une machine ne peut pas avoir de l'empathie. Elle pourra peut-être le simuler, peut-être très bien le simuler, mais en fait, elle ne le fera pas dans tous les cas. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, qu'on a un truc à jouer en tant que designer, c'est orienter un peu ta carrière plus sur des soft skills finalement et la stratégie qu'on veut avoir en fait en tant qu'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment devenir des concepteurs encore plus que des personnes qui réalisent que des maquettes, parce que peut-être qu'en fait on va s'aider de l'IA pour faire des maquettes,
certaines maquettes, peut-être pas toutes, mais Ouais. en fait, on va vraiment répondre à une stratégie produit. Également s'aider à la facilitation. Personne pourra faire une IA pourra pas faire de facilitation Non. dans un entretien, dans un focus group, etc. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve l'essence de l'UX design en s'aidant l'IA aussi. En tout cas, c'est une des perspectives qui est possible. Ouais, et puis peut-être que ça nous laisse plus de temps, en tout cas, pour avoir ce focus-là Ouais. sur les vrais problèmes et sur les échanges humains pour réussir à trouver la bonne solution. Et peut-être laisser, parce qu'en effet, quand tu parlais des moments où on a peut-être multiplié par 100 notre capacité à produire des maquettes, ben je discutais il y a peu justement avec justement des gens de notre génération qui étaient justement à l'époque du Flash, etc., où ça poussait du pixel un par un, etc. Enfin, et fallait tout refaire. Quand tu changeais un truc, il fallait tout refaire sur sur toutes les maquettes, Ouais, etc. c'était un enfer. Ouais. C'était hyper chronophage et voilà. Donc, peut-être que la machine va nous permettre de nous focaliser encore plus sur l'humain. C'est un peu C'est ça. beau. C'est les deux trucs en fait que j'ai envie de dire, c'est que la machine peut-être nous aider à nous focaliser plus sur l'humain, sur l'empathie, et également peut-être traiter plus de données pour nous permettre d'avoir ce côté. Je te disais qu'il y avait plein d'usages de l'application, plein d'usages de la mobilité. Peut-être qu'elle peut nous permettre aussi de traiter ça, parce qu'aujourd'hui l'hyper-personnalisation, c'est encore un enjeu qui n'a pas du tout été réalisé par personne Ouais. sur le marché, parce qu'en fait on a beau avoir prendre Netflix en exemple de il y a autant de Netflix que de personnes. Non, on a tous le même truc qui se retrouve en beige. Enfin, donc en fait, la réalité, elle est pas encore là. Par contre, la promesse, elle est belle, surtout quand ta personnalisation, elle peut être évolutive dans la même semaine, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Et l'autre aspect, c'est sur la créativité. Je pense qu'on a encore un rôle à jouer sur la créativité et que elle ne peut pas apporter. Mais par contre, sur l'exécution derrière qu'elle pourrait faire, c'est comment est-ce qu'elle industrialise et en fait, elle nous fait gagner du temps là-dessus. Trop bien. Bah écoute, Antoine, on termine cet échange bientôt et sur cette phrase. Puis je pense qu'on pourrait continuer à parler d'autres choses si tu veux, Je, mais oui, mais on va s'arrêter. on en aura un second, on aura un second épisode parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé aborder, tu sais, même j'aime bien sur le recrutement, voilà, principalement j'aime bien parler de ça aussi, recrutement, les CV, les portfolios, etc. Euh, et je pense sur les évolutions après de, de chaque métier, mais ouais, donc pour terminer, j'aime bien, j'ai trois questions que j'aime bien poser. C'est est-ce que toi, tu as une source d'information, un livre ou un site web, ou tu sais, la newsletter un peu cachée qui te donne des trucs, tu vois, à nous partager. C'est un Euh, truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, à vrai dire. ouais. Ouais, c'était cet été que je l'ai découvert. C'est un truc qui s'appelle Curation of Curation. Donc curation of curation. Énorme. Ok, Et en gros, j'adore. c'est un site qui rassemble plein de podcasts, vidéos YouTube, interviews de designers et qui est plutôt cool. Et ça va chercher un peu partout et sur Énorme. YouTube, mais également des sites japonais. Donc du coup, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Et après, voilà, ça permet d'avoir une source un peu unique plutôt que d'avoir tout qui est un peu partout. Écoute, je suis sur le site, là, je viens de taper. The Ultimate Design Curation to get inspired. Bam. Et ouais. Ouais, la promesse est Donc belle, hein. ça donne envie, hein, ça donne envie. Allez, je subscribe. Ok, trop bien. Écoute, bah merci, t'as totalement répondu à la question. Euh, et ensuite, bah, les deux questions les plus complexes du podcast, tu les connais peut-être, si t'es allé jusqu'au bout de mon Est-ce que j'écoutais à podcast. chaque fois à la fin? C'est ça la question, on va voir si tu le savais. Allez, je te mets pas dans l'embarras, j'imagine que tu le sais. C'est, est-ce que tu as un film à nous recommander, un seul, et un album de musique? J'ai pas de film. T'as pas de J'ai une film? série. J'ai une série, je suis preneur. Une série qui m'a beaucoup marqué pour l'avoir vécu en live et je pense que ça aide beaucoup, même si je l'ai re-regardé après en binge, mais c'est Breaking Bad. Je sais Pour l'avoir que vécu en live. bah, pour l'avoir vécu en live dans le sens où en gros quand tu devais attendre le lundi soir que, D'accord, ok, que le truc il sorte.
Je me suis dit, il était. Non, j'ai pas vécu ça moi-même. Il fabriquait de la méthamphétamine à Lorient. Et là, à ce moment-là, Exactement. j'aurais été étonné. Ok, d'accord. Non, en fait, Pendant c'est le pour moment l'avoir du- En fait, le truc, Ouais. c'est que ça m'a marqué sur le fait que on regardait chaque semaine et du coup, tout ce que ça créait autour d'attente aussi envers cette série. Mais après, La pour l'avoir hype et regardé tout, une deuxième fois et une troisième fois, une fois que c'était déjà complètement sorti, pour Elle était le, sortie sur Arte de mémoire. La toute première, quand ça sort sur ouais. Arte. Et c'est une Ah série bah, un peu. grosse consommation d'Arte hein, pour moi. Ouais, ça, Il y a, il y a, moi, je il y a trouve il y a que des trucs géniaux. Arte sur Ouais. YouTube, c'est une masterclass à chaque fois. Il y avait un truc qui m'avait marqué sur Arte aussi, quand tu en parles maintenant, j'en ai un autre, mais c'est Real Humans. C'était Ok. une série scandinave dans laquelle en fait il y a des robots qui viennent dans la vie des gens. C'était un peu un scénario Ouais, moi, hyper j'avais cool. kiffé aussi Mister Robot aussi, comme ça, qui était Ouais. arrivé. Mais Ils avaient Arte, été gros. ils ont souvent des super trucs. Et c'est bien, tu vois, l'audiovisuel public français, c'est quand même hyper riche. Même Et puis si Trax, c'est pas français. Trax aussi, Ouais. c'est un- Hyper intelligent. Ouais. Mais ouais, Breaking Bad, le traité ok. graphique, les différents réalisateurs qui passent, et en fait, je pense que c'est la seule série où tu te dis la, la saison d'après est toujours mieux que la précédente. Et jusqu'au bout, en fait, c'est de mieux en mieux, je trouve. Trop cool. Et un album de musique? Alors, un album, j'ai mon album que j'écoute tout le temps, mon go-to. C'est tout à fait, c'est celui-là qu'on attend. Bah, c'est Circles de Mac Miller. Ok, magnifique. Ok, très bien. Excellent choix. Donc je disais, merci beaucoup Antoine. C'était un vrai plaisir de t'avoir Partagé. Dans le podcast. J'ai l'impression que le podcast aurait pu encore durer un bon moment et c'est super parce que on se fera un épisode 2 à un moment. On se recaptera sur d'autres choses à se dire. On se recaptera sur d'autres sujets. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. C'était super intéressant d'avoir livré un petit peu les secrets derrière SNCF Connect and Tech, tout ce que vous faites et puis la réalité aussi de l'impact que vous avez. Donc, bravo à toi, bravo à vous, bravo à toute l'équipe. On suit. C'est gentil. On suit avec plaisir tout ce que vous faites. Et puis, écoute, au plaisir de se retrouver un jour en vrai, à Montparnasse, pourquoi pas, ou ailleurs. Ça marche, Et, ça m'ira bien, ouais. Quand elle sera nouvelle, quand elle sera entièrement refaite, ouais. C'est ça. Ok. Ça. Bon, je te souhaite le meilleur. À bientôt. Toi aussi. Salut. Merci, Paul. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.